Bonjour, chères auditrices et auditeurs du podcast Au cœur de l'art. Ici, c'est Gwenaëlle. Je voulais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité à laquelle vous avez désormais accès. Si vous aimez notre podcast et que vous avez envie d'entrer en contact avec nous pour nous envoyer des suggestions, des idées ou simplement faire des retours sur certains épisodes, vous pouvez le faire désormais très facilement depuis votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify par exemple. En allant dans la description de l'épisode, vous verrez une petite ligne tout en haut qui dit «Envoyez-nous un message». Eh bien, en cliquant là-dessus, vous allez avoir la possibilité de nous envoyer un message directement et ainsi nous pourrons être en contact avec vous et vous lire rapidement et puis en savoir plus sur vos attentes, vos problèmes, les sujets que vous aimeriez voir abordés. Alors n'hésitez pas, envoyez-nous un message. Et maintenant, je vous laisse découvrir le nouvel épisode. À très bientôt. Bonjour et bienvenue au cœur de l'art, des conversations sincères, toniques et joyeuses à deux ou plus qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Sabina Pinzan. Et moi, Gwenaëlle Perron. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors, nous voilà enfin en 2025. Donc, tout d'abord, on voulait souhaiter à toutes et à tous une belle et heureuse année, pleine de créativité, de joie, d'art, de bonheur, de santé surtout. D'enthousiasme, Voilà. d'aventure, d'exploration. Ouais. Et l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 35. Et au mois d'avril, ça fera déjà 2 ans qu'on travaille sur ce podcast. Incroyable. Ouais, donc voilà, on démarre l'année avec beaucoup d'enthousiasme et on espère que vous allez continuer à nous suivre et peut-être aussi nous faire part de vos commentaires, nous donner des idées si vous le souhaitez, parce qu'aujourd'hui on a une nouvelle fonctionnalité qui est à votre disposition sur les plateformes de podcast. Qui vous permet d'envoyer un message directement et toutes les deux on le reçoit et donc on sera en mesure de vous répondre. Ouais, alors juste une précision par rapport à ça, ça passe par le canal SMS en fait, hein. C'est comme si les gens nous envoyaient un SMS, mais il faut se rassurer parce que nous on voit pas votre numéro de téléphone, personne ne voit votre numéro de téléphone, donc il n'y a pas de problème de confidentialité ou de choses comme ça, on reçoit juste le message de la personne qui l'envoie, mais sans ses coordonnées, sans rien du tout. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre votre nom. Bah oui quand même. Donc voilà, bon, passons au sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler, d'aborder une question qui pourrait être un peu épineuse. C'est une question qui flotte dans l'air depuis très longtemps. Et il s'agit de, est-ce qu'il y a un art noble et un art commercial? Peut-on distinguer les deux? Qu'est-ce qui fait que quelque chose serait noble, serait considéré comme de l'art vrai? Et qu'est-ce qui est représenté par l'art commercial? Et est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces deux arts? Et c'est toi, Gwenaëlle, qui avait proposé qu'on aborde ce sujet aujourd'hui. Peut-être tu peux nous dire pourquoi. Oui, alors c'était à l'occasion d'une exposition que je faisais, il y a une personne qui était venue, ça, comme ça arrive parfois, hein, qui vient discuter avec toi, qui s'incruste un peu et qui te raconte sa vie. Et on avait parlé un peu des artistes du coin et il m'avait parlé de Franchemoile, qui est un artiste de la région. Il m'avait dit « Ah, j'aimais bien ce qu'il faisait, mais c'est dommage, maintenant il est passé à une peinture commerciale. Ah. » Et du coup, bon, j'avais pas vraiment réagi sur le moment. Et puis après coup, je me suis dit, mais moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, franchement, déjà. Et pourquoi ce serait plus commercial en fin de compte? Est-ce que commercial, ça veut juste dire qu'il arrive à vendre ses toiles quand tous les autres sont en train de pagayer comme des malades pour essayer de vendre trois tableaux, tu vois? Donc je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de parler de ça parce que la France, c'est quand même un pays un peu élitiste. Et on sent bien quand on discute qu'il y aurait comme ça des artistes qui seraient dignes de s'appeler artistes parce que voilà, ils ont une démarche noble, une démarche exigeante,
ils produisent ils créent un art qui serait réservé à des initiés, en quelque sorte, à des personnes éclairées, qui seraient à même de comprendre ce qu'ils font. Exactement. Et puis, de l'autre côté, il y aurait un art plus commercial, et là, ce serait un art plus facile, un art jetable, qui serait bon pour les masses ignorantes, en fin de compte. Hein, c'est un peu comme ça qu'on sent les choses, et en fin de compte, qu'est-ce qui est au centre de cette espèce d'opposition? Eh ben, c'est l'argent, c'est la relation à l'argent. Donc d'un côté, les artistes nobles et dignes de ce nom ne devraient pas gagner leur vie, en fin de compte, ne devraient pas se préoccuper d'argent, et puis de l'autre, ceux qui gagnent de l'argent grâce à leur travail seraient salis en quelque sorte parce que justement ils arrivent à vivre de leur art. Et donc, Oui, c'est exactement ça, le cœur du sujet, en fait, c'est l'argent. Et ce qui est vraiment dommage, j'aurais envie d'ajouter, c'est que cette position-là, cette prise de position par rapport à l'argent aussi vient des artistes eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire qu'ils se sentent pas... certains artistes, je pensent qu'à partir du moment où ils arrivent à bien vendre leurs œuvres, ils basculent dans une catégorie d'artistes qui n'est plus les vrais artistes, l'artiste noble. Et ça, c'est dommage, parce qu'en fait, les artistes, comme comme dans tous les autres métiers, ont besoin de vivre de leur travail. Et donc, je pense, et même surtout en France, il y a vraiment un énorme tabou autour de l'argent. Et on a souvent pensé que l'art devrait être juste une expression de quelque chose. Mais surtout, il ne faut pas parler de sa valeur monétaire. Mais la France, déjà, il y a un tabou par rapport à l'argent globalement. Et encore plus après pour les artistes. Mais c'est vrai qu'en France, les gens, comme aux États-Unis, par exemple, n'arrivent pas en te disant moi je gagne tant par an. Enfin voilà, c'est des choses, ça reste très secret. Les familles, les héritages, combien on possède, les patrimoines, les choses comme ça. On n'aime pas trop parler de ça en fin de compte. Donc c'est encore plus aggravé par cette culture-là du secret en fait. Et je pense aussi que pour ceux qui ont cette vision-là, ils pensent que l'art vrai, ou le vrai artiste, est quelqu'un qui, par définition, ne va pas gagner sa vie. Oui, c'est ça. Toute sa vie, il va vivre un peu à la bohème. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui découragent leurs enfants de devenir artistes, d'ailleurs. Exactement, c'est exactement ça. Mais par contre, en contrepartie, ce qu'ils ont, c'est cette liberté que peut-être un artiste plus commercial, entre guillemets, n'aurait pas. Et donc, ils n'ont pas l'argent, mais ils ont la liberté. Ils peuvent exprimer leur originalité et à l'opposé des artistes plus commerciaux. Voilà, je pense que ça, c'est un peu les visions qui existent aujourd'hui entre les deux catégories. Et je pense aussi, en plus, certains artistes se disent que ils ne vont pas, ils refusent d'exposer leurs œuvres dans certains endroits parce qu'ils considèrent que ces endroits sont trop attachés à une démarche commerciale. Notamment, je pense au marché de Noël, par exemple. Je sais qu'il y a des artistes, ils refusent de faire les marchés de Noël. Parce que marché de Noël, c'est à l'époque de l'année où on fait les cadeaux de Noël. Oui, mes œuvres ne sont pas des cadeaux de Noël, c'est des œuvres. Et donc, ils ne veulent pas se mélanger à côté d'autres qui vont faire des bougies ou d'autres formes de création. Et, moi, je trouve que c'est dommage. Je pense que ce positionnement-là porte préjudice à l'art de manière générale. Et en plus, les artistes, en se cloîtrant dans cette mode de pensée, ils se font du tort. Parce que l'important, c'est de pouvoir partager ce qu'on fait. Et peu importe où on montre notre travail, qui va acheter notre travail, peu importe, l'idée c'est de le partager. Et à partir du moment où il est apprécié et qu'il est bien reçu, c'est tout bénef quoi, pour l'artiste lui-même. Est-ce qu'il faut systématiquement que ce soit un critique d'art qui nous dise « Ah, c'est bien ce que vous faites, c'est magnifique » et puis qu'on écrive des articles sur notre travail? Est-ce qu'il faut que ce soit des personnes qui aient fait des études en histoire de l'art ou qui soient dans le milieu de l'art pour apprécier nos créations? Non, moi je pense que même des personnes qui ne connaissent pas forcément l'art
c'est justement à ces personnes-là qu'il faut tendre la main et c'est à elles qu'il faut faire découvrir quelque chose qu'elles ne connaissent pas. Oui, 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 bien sûr, c'est un moyen d'élargir un peu, ça peut être un moyen d'élargir son public. C'est vrai que y a des risques, par exemple, c'est vrai que si on se dirige vers une conception de l'art qui serait tournée plus vers la vente, beaucoup de ventes, et vraiment essayer de gagner sa vie avec ça. Alors, il y a des avantages parce que du coup, bah, on va peut-être bien gagner sa vie, on va pouvoir nourrir des projets créatifs, artistiques, etc. On va être plus visible et on va ouvrir effectivement l'art à d'autres personnes, des personnes qui n'auraient pas forcément accès, des personnes qui vont pas forcément aller dans des musées, qui vont pas forcément avoir cette démarche d'entrer dans une galerie. On sait à quel point il y a des personnes qui n'osent pas tout simplement franchir le seuil de la galerie quand on expose. Mais se lancer dans cette logique-là, ça peut aussi avoir des inconvénients, c'est-à-dire que si l'objectif c'est de vendre, on va avoir tendance à ne plus suivre son propre cheminement artistique, mais à chercher à faire des œuvres qui plaisent. Et donc là, on peut être aussi sur une pente glissante parce que on va plus forcément être dans l'authenticité de son expression, mais on va être dans une recherche de quelque chose qui sera joli, qui sera satisfaisant esthétiquement, et donc on peut perdre un peu ça peut perdre un peu son caractère. Et puis le fait d'être, on a toutes et tous connu des artistes comme ça qui ont une espèce de trouvent un filon, puis ils l'exploitent jusqu'à épuisement en fin de compte. Et quelque part, pour moi, l'art, c'est de la recherche, du changement, de l'évolution. Et quand on rentre comme ça dans une logique purement commerciale, on peut y laisser des plumes en termes d'originalité aussi, de créativité en fin de compte. Et puis, ça a quand même, ça peut aussi transformer l'objet d'art en produit. On n'est plus dans la création, on est dans le produit. Et du coup, on traite pas une œuvre d'art comme on traite une boîte de choucroute, quoi, tu vois. C'est pas c'est pas exactement la même chose. Alors c'est pour ça que ton idée sur les marchés de Noël, ça dépend ce qu'on fait. Je pense qu'il y a des gens pour qui ça pourrait être très bien, et puis il y en a d'autres, ce serait pas forcément adapté parce que faut prendre en compte aussi le fait que les gens viennent sur les marchés de Noël avec une certaine idée en tête, ils viennent pour passer un bon moment, boire un vin chaud, manger 3 saucisses et puis acheter du savon artisanal, tu vois. Enfin, ils viennent pas forcément avec l'idée d'acheter une toile ou d'acheter une peinture, d'y mettre quand même une certaine somme. Donc voilà, après c'est oui, bien sûr, il faut que ce soit bien orienté, oui, quoi. Bien sûr, voilà. ouais. Mais je pense que par rapport à l'argent, en France, historiquement, les artistes passaient beaucoup par des galeries. Autrefois, c'était vraiment leur intermédiaire et ils n'avaient pas vraiment l'habitude. Enfin, je pense que ça existait quand même, des acheteurs qui pouvaient venir directement les voir. Mais il y avait ce tampon, en fait, du galeriste par rapport à toutes ces questions d'argent, et aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Et donc, les artistes se retrouvent confrontés à cette question de comment je vis de mon art, qu'est-ce que je fais, comment je gagne de l'argent, parce que je veux dire, créer c'est très bien, mais on ne crée pas dans le vide, quoi. On a besoin de se nourrir, de se loger, de vivre quelque part, donc tout ça, ça a un coût. Voilà, c'est des questions qui sont d'actualité pour tous les créateurs, toutes les créatrices, et qu'on doit forcément se poser, quoi. Oui, absolument. Indépendamment de dans quelle catégorie on a envie de se situer, on sera quand même obligé à un moment donné de réfléchir au marketing, à la vente de nos œuvres, si c'est ça si c'est le métier qu'on a choisi de faire. Après, pour revenir sur ce qu'on a nommé l'art commercial, je pense qu'il faut aussi peut-être différencier deux catégories. Enfin, il y en a peut-être oui, plus, bien sûr, ouais. mais en gros, pour moi, il y a deux catégories dans ce groupe-là. On a d'un côté des artistes qui sont par exemple illustrateurs, ou qui vont travailler en entreprise et qui sont là pour créer des publicités par exemple, ou pour illustrer des livres, créer des motifs pour des tissus, pour des entreprises de tissus, de meubles. Voilà. Il y a toutes sortes de métiers, on va dire, légitimes de bureau, où on travaille dans une entreprise et on est dans la création, mais l'objectif nous est fixé
en amont. Mhm. Donc on n'est pas à la recherche de l'inspiration, on nous fixe un sujet et à partir de là, on fait appel à notre créativité pour développer quelque chose. Donc d'une part, on a ces artistes-là, que moi je considère aussi des artistes, parce que certains en plus ont vraiment des... Ils ont acquis des techniques, des très belles techniques de dessin. Ils sont très forts, ils sont très forts dans ce qu'ils font. Et puis après, il y a une autre catégorie d'artistes. Je ne veux pas stigmatiser, voilà, mais il y a des artistes qui, et j'en ai vu. Alors, je te disais tout à l'heure, les artistes de Montmartre, voilà, les touristes défilent, on fait vite un portrait, mais là aussi, quelque part, ils ont une technique, ils ont acquis une technique, ils font quelque chose, mais toute la journée, ils font la même chose. Ils vont faire les profils des gens, des caricatures ou des choses comme ça. Il y a ça. Après, il y a des artistes qui vont faire toujours les mêmes petits trois bateaux sur l'eau, mais ils vont changer la couleur du bateau. Et ils vont faire le ciel plus ou moins bleu, gris si tu veux. Voilà, et même ils te disent, bah, si vous voulez, je vous refais la même peinture, mais je change les couleurs pour que ça aille avec votre canapé ou vos rideaux. Alors, est-ce que ça, c'est de l'art? Là, moi, je pense que c'est là où aussi les artistes entre eux, il y a un peu de... Tu De vois, snobisme, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, voilà. oui. Tu vois, il faut vraiment prendre en compte toutes ces personnes-là et se dire, voilà, au fin de compte, est-ce qu'on peut dire que tous, c'est des artistes ou est-ce qu'il y a des critères Il qui y en a, c'est font des que... commerçants et les autres, c'est des artistes, ouais. Voilà, exactement. Et puis après, ce qu'on pourrait mettre dans l'art commercial aussi, ça peut être, ben, il y a des peintres, par exemple, qui travaillent sur commande. Donc là, c'est pareil, c'est un travail, il y a une espèce d'obligation, de résultat par rapport à ce qui a été commandé. Il y a des artistes qui travaillent avec des entreprises, par exemple, hein, des artistes de tous les pays, mais par exemple, je pense à des artistes américaines qui vont aller créer une fresque murale au siège de Google ou qui vont créer, je sais pas quoi, des posters ou des choses comme ça. Il y a des artistes qui vont faire leurs œuvres originales, mais qui vont les décliner en posters, en cahiers, en vêtements, en tout un tas de choses. Donc là aussi, c'est du commerce. Et ça permet à des gens qui ne pourraient pas forcément acheter une toile, bah, ils vont s'acheter un poster. Voilà, et tout le monde y gagne parce que l'artiste gagne un peu d'argent et les gens sont contents aussi. Donc il y a toutes ces formes-là que l'art dit commercial peut prendre. Et voilà, est-ce que c'est mal? J'en sais rien. Moi, je pense que il y a deux pôles. Il y a ces deux pôles, l'art qu'on peut dire commercial, l'art noble, et puis entre ces deux pôles, il y a tout un nuage de situations. Tu vois, si on devait représenter ça par des points, ben, ça ferait un nuage, parce qu'il y a des gens qui sont plus d'un côté, plus de l'autre, ou qui vont naviguer d'un côté à l'autre en fonction des circonstances, de ce dont ils ont besoin et tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment se garder d'être dans le jugement, en fin de compte. Je pense qu'il faut... Après, c'est vrai que quand tu veux vraiment faire un art noble, comme on a commencé à l'appeler comme ça, ou disons un art pur par exemple, eh bien là tu vas peut-être aussi vraiment pouvoir exprimer ce que tu as en toi, tu vas être dans une expression sincère, authentique, mais ça va peut-être pas parler à grand monde, hein. On voit bien avec l'art abstrait qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement hermétiques, et donc tu vas avoir du mal à en vivre, voire ça peut complètement hypothéquer ta capacité à poursuivre ton cheminement artistique, parce qu'au bout d'un moment, si ton art ne te permet pas de gagner ta vie, bah, tu es obligé de trouver un boulot alimentaire, et puis bah, il ne te reste plus beaucoup d'énergie et de temps pour créer. Et puis après, un art, comme on peut le voir, l'art contemporain aujourd'hui, qui est quand même un art très hermétique, très fermé, réservé à des happy few, qui peut faire aussi l'objet de spéculation. Est-ce que c'est mieux? Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. Ouais. Après, il y a aussi une croyance comme quoi l'art commercial serait plus facile et de faire le vrai art, c'est plus difficile, on fait face à plus de difficultés à créer. Et je pense que c'est pas forcément vrai, justement, ça dépend du type d'art qu'on crée. Et puis il y a encore une chose qui différencie, que je pense creuse encore plus le fossé entre ces soi-disant catégories, c'est l'image
le grand public a vis-à-vis de ces artistes. Et je pense que les créateurs qui sont plus dans une démarche commerciale, parfois bénéficient d'un meilleur statut. Et les artistes qui créent comme ça dans leur atelier, qui font juste des créations pour exprimer quelque chose de très personnel, on les considère quand même un peu des êtres égoïstes qui font leur truc dans leur coin. Qui veulent pas se mélanger aux autres, voilà, qui se croient supérieurs. Mais c'est vrai aussi. Et ils sont pas pris au sérieux. Voilà, oui, c'est ça. Ils sont pas pris au sérieux. On a l'impression qu'ils s'amusent en fin de compte. Mais c'est vrai que ces discours-là dans la société, ils s'exercent sur plein de sujets. En fin de compte, et t'as un peu l'impression que on n'est jamais content. Quand c'est commercial, c'est pas bien. Quand on est dans un art plus authentique et pur, c'est pas bien non plus parce que on s'isole dans sa tour d'ivoire, on n'est pas en prise avec les réalités d'aujourd'hui. Donc je crois que tout ça, c'est un peu des clichés ou c'est des croyances qui se sont accumulées au fil du temps. Et de temps en temps, il faut un peu donner un coup de pied dans la fourmilière et faire voler tout ça. Et surtout, de pas se laisser arrêter par ça, quoi, en fin de compte. Oui, bon, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je vais citer un exemple où ça a créé un problème, le fait de réunir justement des artistes qui se disaient des vrais artistes et des artistes qui étaient uniquement dans une démarche commerciale. J'ai participé à un salon il y a 2 ans de ça, et dans le salon, on était tous des artistes non commerciaux, on va dire, mais on essaie bien sûr de vendre nos œuvres, mais voilà. Et parmi tous ces artistes, donc on était à peu près 35, il y en avait un qui a suscité beaucoup de colère au sein du salon, parce que en fait, il proposait des toiles qui étaient toutes les mêmes, avec les mêmes petits bateaux, la mer et le ciel. Voilà, j'ai cité ça tout à l'heure, mais c'est justement parce que je pensais à cet exemple. Et là, il avait un grand panneau qui affichait, vous en achetez un, il vous coûte 35 €, vous en achetez 2, ça sera 45, vous en achetez 3, c'est pour 60 €. Et le public qui est venu au salon s'est rué sur ce stand. Et ils ont dévalisé son stand. Ils ont acheté des petits bateaux. Plein de petits bateaux. Et ils choisissaient les couleurs en fonction de ce qu'ils pensaient allait plaire à la personne à qui ils allaient offrir les tableaux, ou en fonction de la couleur justement chez eux. Et les gens ont aimé ça, quoi. Et les artistes qui étaient autour de lui, qui avaient une autre démarche, ils étaient complètement dégoûtés. Parce que voilà, les gens venaient, ils dépensaient leur argent là, il leur restait plus d'argent. Donc après, rapidement, ils parcouraient le reste du salon et ils n'achetaient plus rien parce qu'ils avaient déjà dépensé. Ils n'allaient pas acheter encore des heures. En plus, ils repartaient avec 3 tableaux sous la main au superbe prix de 60 €, tu vois. Donc, ils étaient tombés sur l'affaire du siècle. Et là, il y a à se poser la question, est-ce que ce que ce monsieur faisait est de l'art ? Et on a beaucoup débattu à ce sujet pendant le salon. Moi, j'ai du mal à dire que ce qu'il faisait est comparable à ce que faisaient les autres. Oui. Parce que vraiment, la démarche n'était pas du tout la même. Et même, j'en suis même arrivée à penser que peut-être ces tableaux, c'est même pas lui qui les avait faits. Parce qu'ils étaient faits avec une telle précision, ils se ressemblaient tellement que je me suis dit, ça se trouve, il les a fait faire en Chine et il les a fait venir et il les revend comme ses propres œuvres. Alors là, après, on passe dans une autre catégorie. Oui, non, mais tout à fait. Ben oui, mais il y en a dans tous les domaines. Il y en a dans tous les domaines, c'est clair. Ouais, mais voilà, ça existe. Après, disons que si on considère que l'art, c'est une démarche artistique, il n'était clairement pas dans une démarche artistique. Il était dans une démarche commerciale, même pas dans une démarche artistique, cet homme. Ouais. Mais supposons que c'est lui qui, effectivement, a peint ses tableaux avec un pinceau de la peinture. Il a quand même démarré avec une idée, il a trouvé le filon, on parlait de filon tout à l'heure, et il vend et il gagne sa vie avec ça. Et est-ce qu'on a le droit de poser un jugement sur ça, alors qu'on voit aussi que ça a du succès ? Oui.
que le public y répond positivement. Ouais. Oui, c'est ça. Il faut quelle leçon on tire de ce genre d'expérience. Voilà, Qu'est-ce qu'on se dit? Ouais. Ouais. Et après, c'est aussi une histoire d'adéquation entre le salon, ce qu'il propose, et les gens qui viennent là aussi. Et ça, c'est encore une autre histoire, quoi. Oui, après le salon, depuis, ils ont appris la leçon et ils sont plus vigilants par rapport à c'est ça. C'est parce qu'eux avaient laissé rentrer le loup dans la bergerie. C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est un peu comme ces salons, des fois, qui mélangent des artistes, entre guillemets, donc des sculpteurs, des peintres, et en même temps des créateurs qui vont vendre des du bijoux, savon, des bougies. des savons. Alors c'est ça, il y a une démarche peut-être artistique, je dirais peut-être dans les bijoux, parce que voilà, il faut créer une forme, oui, bien sûr. tu vois, mais pas dans les bougies. Mais pas dans les bougies. Les bougies, quand même, c'est... c'est de l'artisanat, c'est pas de l'art. C'est de l'artisanat. Mais voilà, il y a ça aussi. Ça engendre une confusion après dans les esprits, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais. Et si sur un stand, tu as un savon à 8 € et qu'à côté, tu as quelqu'un qui vend des toiles à 500 €, voilà, il y a quand même un fossé là que les gens vont pas pouvoir sauter facilement, quoi. C'est clair. Non, mais ça existe. Ça existe, ouais, bien sûr. Après, aux uns et aux autres, de faire attention à l'endroit où ils mettent les pieds aussi, quoi. Tu vois, de pas aller justement dans des endroits qui sont pas en cohérence avec ce qu'ils font. Et on en avait parlé par rapport à certaines de tes expos. Où tu t'étais rendu compte que c'était pas en cohérence, ça, c'est typiquement le genre de détails auxquels il faut quand même faire attention, quoi. Je pense que c'est important, mais oui, il y a des petits malins qui trouvent c'est pas le Ponzi, mais qui trouvent un moyen de rafler la mise, quoi. Moi, j'ai entendu des histoires pareilles de gens qui faisaient pré-peindre des choses en Chine, qui achetaient ça par paquet de 100, et puis qui allaient sur les marchés, pour le coup, vendre ça à des prix dérisoires, mais ils faisaient une marge tellement importante sur le truc qu'ils avaient payé peut-être 50 centimes, et ils le vendaient 30 €, la marge, elle était énorme, et ils se contentaient de rajouter 3 taches de peinture ici et là, quoi, tu vois. Ouais. Après, il y a aussi ceux qui vont... piquer les idées d'autres artistes. Ils vont aller sur internet, ils vont trouver des peintures faites avec des coquillages par exemple, ou des petits cailloux, et puis ils vont s'inspirer de ça, ils vont reproduire exactement les mêmes tableaux avec des nouveaux cailloux. Pour l'occasion, c'est pas les mêmes cailloux, donc il y a une petite différence. Mais et ils vont produire ça à la chaîne. Ouais, c'est ça. Mais là, on n'est plus dans l'art, là, on est dans autre chose en fait. On est dans autre chose. Oui, mais ces personnes-là, certaines, moi j'en ai connu, se positionnent comme étant artistes. Oui. Voilà, donc c'est... C'est le problème et l'avantage d'un métier qui n'a pas de contour précis. Je veux dire, il n'y a pas de description de poste pour artiste. Non. Et n'importe qui peut se dire artiste. Donc, en même temps, ça laisse beaucoup de liberté. Et si c'était contraint, et si c'était lié à des questions de diplôme et tout, non, on serait peut-être pas considéré comme artiste. Et donc on peut se dire artiste, mais c'est valable aussi pour d'autres qui peuvent, voilà. Après, je pense que il y a quand même, je pense que les gens sont pas totalement dupes non plus, quoi. Et on voit bien les charlatans, on voit bien les gens qui abusent ou qui sont pas sincères ou qui sont pas dans une vraie démarche, qui sont dans un truc répétitif et pas intéressant, quoi. Alors comment on fait pour ne pas tomber dans le piège et pour naviguer entre ces deux pôles-là? Est-ce que tu as des idées, des solutions? Alors, il y a beaucoup d'artistes, je pense, qui ont... Alors, il y a des factures à payer, hein, voilà. Donc, les artistes qui veulent vivre de leur art, si ils n'arrivent pas à vivre en vendant leurs œuvres originales, donc leur création comme ça, ils ont des options. Alors une option, c'est d'avoir un job alimentaire à côté qui leur permet de payer les factures et Exactement. En même temps continuer leur création en espérant qu'un jour ça décolle suffisamment pour qu'ils puissent abandonner leur travail alimentaire. Après, j'ai connu des artistes qui peignaient des peintures à l'aquarelle par exemple, un peu à la chaîne, parce que ça se vendait comme des petits pains, parce que ça correspondait au marché local
Et donc, ils étaient un peu dans... C'était pas une peinture en série, mais c'était... Là, la personne avait acquis tellement bien la technique, elle arrivait à pondre 4-5 belles aquarelles par jour, et après, elle les vendait au marché, voilà. Et à côté, elle avait une autre pratique dans une autre technique où il y avait plus une démarche de recherche, d'expression de soi. Là, c'était pas pour plaire, mais plus pour vraiment s'exprimer, trouver sa voix. Et cette personne, pendant très longtemps, a réussi à vivre de son Comme art ça. comme ça. Donc ça c'est une C'est une option, c'est d'avoir 2 lignes de création en fait. C'est ça. Comme il y a 2 lignes de production dans l'usine, Ouais. là il y a 2 lignes de création. Un art commercial qui permet de faire un art qui l'est moins en fin de compte. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça peut être une option. Oui, et puis je pense que il y a beaucoup, on le voit, il y a beaucoup d'illustrateurs, par exemple, qui travaillent dans des entreprises. Au bout d'un moment, ils ne supportent plus le fait de se sentir obligé toujours de créer quelque chose qui correspond à la vision de quelqu'un d'autre. Donc au bout d'un moment, ils commencent à travailler dans leur petit coin à la maison en parallèle de leur boulot d'illustrateur, et puis à un moment donné, ils lâchent le travail d'illustrateur pour se dédier entièrement à l'art. On en connaît pas mal d'artistes qui font ça. Je pense que c'est nécessaire. Après, je pense aussi que il ne faut pas diaboliser tout ce qui est l'aspect commercial, marketing, vente des œuvres. Donc j'ai envie de dire aussi qu'il est temps que les artistes acceptent qu'il y a un prix sur le travail qu'ils font, et qu'ils ont le droit de demander le prix que ça vaut, et que c'est OK de vendre et de faire du marketing. Que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit fait autrement, mais il ne faut pas dénigrer les artistes qu'on voit beaucoup très actifs sur les réseaux sociaux, parce que ça j'entends aussi, hein, oui mais elle est tout le temps en train de poster ses trucs, tous les jours elle nous montre un truc, et puis c'est toujours le même tableau sous des angles différents. Oui, voilà, oui, mais elle essaye, elle fait ce qu'elle peut, bien sûr, mais ça reste ses œuvres, et il faut pas critiquer ses efforts. Si ça marche pour elle, pourquoi pas? Oui, non, bien sûr. Moi, je pense que tous les artistes ont intérêt, à un moment ou à un autre, à se poser la question de leur rapport à l'argent, en fait. Comment ils considèrent l'argent, comment l'argent était considéré dans leur famille, parce que il y a une espèce d'idée que l'argent serait sale, en fin de compte. Mais l'argent, il est ni sale ni propre, ça dépend ce que t'en fais. Et si tu considères que l'argent que tu vas gagner va te permettre de lancer des projets créatifs, va te permettre d'organiser, je sais pas, des rencontres, va peut-être te permettre d'organiser un salon, pourquoi pas, soyons fous, tu vois, pour rassembler d'autres créateurs, à ce moment-là, c'est très bien que tu gagnes de l'argent. Tu vois ce que je veux dire, et peu importe en fait ce que tu en fais, il n'y a pas de jugement à porter sur les artistes qui gagnent bien leur vie. Au contraire, prenons exemple et puis essayons d'appliquer ce qu'ils font, parce qu'au moins ils arrivent à vivre de leur art, et ça c'est quand même une sacrée... je veux pas dire que c'est une chance, parce qu'ils ont été ils l'ont travaillé tout ça, mais c'est une sacrée opportunité en fin de compte de pouvoir vivre de ton art. Et dans l'histoire, il y a des peintres qui ont bien vécu de leur art Monet, par exemple, il gagnait bien sa vie. Il y a eu d'autres peintres commerciaux. Oui, Henri de Toulouse-Lautrec qui a fait des affiches, on connaît très bien ses affiches. D'ailleurs, on connaît ses affiches aussi bien que ses œuvres. Et puis après, il y a Raoul Dufy. J'avais vu une expo il y a 2 ans au Musée des Beaux-Arts de Quimper, et je connaissais pas bien cet artiste, et j'ai découvert ces peintures, c'était des motifs qui ont été ensuite utilisés pour créer des tissus dans la mode. Il faisait des fresques pour embellir des bars, des restaurants. Enfin, il a fait des œuvres originales, et en même temps il était illustrateur. Il a fait énormément de choses commerciales entre guillemets qui lui ont permis de vivre, de gagner sa vie. Donc cette distinction, voilà, je pense qu'on peut en arriver à la conclusion que cette distinction, elle n'a pas lieu d'être, mais que individuellement, en tant qu'artiste, on doit choisir ce que l'on souhaite faire. Bien sûr. Et si on souhaite vivre de notre art, si on ne fait pas ça que pour le plaisir,
à ce moment-là, il faut commercialiser, il faut accepter de vendre, et comme tu disais, il faut régler notre relation avec l'argent. Une bonne fois pour toutes. Ouais. Et ça va pas de soi, hein. C'est vrai qu'on a tous et toutes, on est tous imprégnés par ce qu'on a vécu, par comment l'argent était vu dans notre famille. Est-ce que nos parents, nos grands-parents étaient des gens qui étaient à l'aise, étaient riches ou pas? Est-ce qu'ils étaient toujours en train de tirer le diable par la queue, comme on dit? Et dans quoi on a grandi? Dans quel milieu on a baigné? Est-ce que les gens qui étaient riches, on en parlait en bien ou est-ce qu'on en parlait en mal? Et c'est vrai que tout ça mérite d'être un peu creusé, mais je crois que ce qui est vraiment important au final, c'est de se concentrer sur sa démarche, de ce qu'on veut exprimer. Est-ce qu'on est dans la sincérité? Est-ce qu'on est dans la vérité de soi? Ou bien est-ce qu'on cherche à plaire? Est-ce qu'on cherche à faire du beau et du facile, du joli? Enfin voilà, c'est la différence, la distinction, elle va plus se jouer à ce niveau-là que ce qu'on fait après. Moi, je vois pas pourquoi ça serait problématique pour un artiste de travailler avec une entreprise, par exemple. Bien sûr. Et puis moi, il y a une autre dimension à tout ça, c'est que quand on parle de l'artiste, le vrai, entre guillemets, et qu'on se dit, oui, mais lui ou elle crée des œuvres originales, voilà, c'est vraiment la pure expression de soi, et il crée que ce que lui ou elle a envie d'exprimer, je pense qu'en fait on est en train de se mentir parce que on ne vit pas seul. Non, bien sûr. On est confronté au regard des autres et au bout d'un moment, quand on a exposé plusieurs fois, on a vendu des œuvres, on ne peut pas être indifférent au retour que l'on a du public. Et on sait quelles œuvres ont vendu, lesquelles ont moins bien vendu. Et même si on décide de faire plus d'œuvres du style de ceux qu'on a vendus, c'est pas, je veux dire, on reste dans le plaisir de la création. Ça reste nos œuvres originales. Oui, c'est pas un péché. Hein. Ouais, voilà, exactement. Il n'y a aucun mal à ça. Et pour ce qui me concerne, moi, je me rends compte, il y a des termes, des sujets que j'aborde dans mes peintures qui touchent plus le public que d'autres. Alors, c'est pas le cas pour moi. Mais quand je peins, alors je me dis pas, non, je vais plutôt peindre ça parce que c'est ça qui va plaire. Je me fais pas cette réflexion-là. Mais si je sais que j'ai une exposition qui va arriver, je vais me dire, je vais quand même m'assurer d'avoir au minimum quelques œuvres qui vont répondre aussi à ce public-là. Et je le fais pas pour eux, parce que ça reste mon œuvre. Et je vais la faire de manière qu'elle soit satisfaisante pour moi. Voilà, donc il y a ça aussi. C'est ça, on ne crée pas dans le vide, on est dans un milieu, dans une culture, dans une époque, et forcément, ça, même si on n'en est pas conscient, ça influe sur notre manière de créer, ça c'est sûr, c'est clair. Et puis je pense que, pour conclure un peu sur ce sujet, je pense qu'aujourd'hui, il y a des défis bien plus grands pour les artistes, que ces histoires d'être commerciales ou pas commerciales, en fait, hein, avec le déferlement des intelligences artificielles et de tout ce qu'elles vont être capables de faire dans très peu de temps, quand on voit à quel point ça va vite, on peut quand même s'inquiéter. Et puis, moi, ce que je trouve aussi très dommage et très triste, c'est que je pense qu'on initie beaucoup moins les jeunes à tout ce qui est artistique, en fin de compte. Je suis pas sûre qu'on les emmène autant au musée, qu'on leur fasse lire autant de grands auteurs que nous, on a pu le faire quand on était à l'école, au collège, au lycée. Et donc, il y a une perte des humanités, telles qu'on les appelait, tu vois. Les réseaux sociaux, évidemment, aggravent encore ça, parce que les jeunes, soit sont sur des jeux toute la journée, soit sont sur leur téléphone. Enfin, tu vois, là-dessus, il y a une perte, et on a bien vu au moment du Covid que l'art était considéré comme non essentiel. Bon, ça en dit long sur notre société, en fin de compte, et ça en dit long sur la manière dont on considère les artistes et ce qu'ils font. Et je pense que il faudrait vraiment mener une réflexion à l'échelle nationale, voire européenne, à ce sujet-là, parce que qu'est-ce qu'on veut, quoi? Qu'est-ce qu'on veut comme société? Qu'est-ce qu'on veut, nous, en tant qu'artistes? Qu'est-ce qu'on veut propager? Et dans quel monde on a envie de vivre, quoi? Et
Alors, je pense pas que l'art va sauver le monde, mais je pense quand même que ça peut nous ramener à des parts de nous qu'on a vraiment laissées en jachère et qu'on a vraiment oubliées. Et moi, je le vois dans les âmes créatives, à quel point la créativité fait du bien aux gens. Et ça, je pense que c'est vraiment une question très, très importante. Oui, moi, pour juste rebondir rapidement sur tout ce qui est digital, moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui nous écoutent, qui ont utilisé des applications comme Procreate pour créer des tableaux. Il faut quand même avouer que c'est très facile de faire un joli tableau avec Procreate. Bien sûr. Mais essayer de le reproduire avec des pinceaux et des peintures, c'est pas possible. C'est pas, c'est pas gagné. Ouais. Hein. Donc là, et là, moi, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différenciation entre ces deux choses-là. Il y a quelque chose qui est créé avec ses propres mains, donc dans la matière, avec la matière, et quelque chose qui est créé de manière virtuelle. Pour moi, le grand danger, il est là. Et après, bon, je vais pas m'exprimer sur qu'est-ce qui a plus de valeur, mais c'est quand même très différent. C'est deux choses différentes, mais aujourd'hui, elles sont présentées comme égales. Ouais. Et moi, c'est ça qui me pose problème. Oui. Moi aussi. Et surtout, le problème, c'est que par rapport à tout ce qui est digital et surtout ce qui est intelligence artificielle, quelle place il nous reste à nous en tant qu'humains ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Si les intelligences artificielles écrivent les romans qu'on va lire et font les tableaux qu'on va regarder et nous apprennent les langues et tout ça, qu'est-ce qu'on devient, tu vois ? Et c'est pas des sujets dont on parle. Je veux dire, l'Europe, en ce moment, ses problèmes, c'est de faire un chargeur universel et des bouchons qu'on perd pas dans la nature. Donc, si tu veux, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Ouais. Et ça, c'est un vrai enjeu. Qu'est-ce qu'on devient, nous, en tant qu'humains, si on crée des intelligences tellement capables qu'elles vont nous surpasser ? Et moi, j'ai un fils qui se penche vraiment sur ce problème-là. Et quand il essaye de me faire comprendre, parce que des fois, c'est difficile, à quel point ça pourrait nous échapper, ça fait froid dans le dos. Ouais. Bon, on termine pas sur une note très joyeuse, hein ? Non. Mais des fois, c'est comme ça. Voilà. Eh bien, pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons voir un peu qu'est-ce qu'on a fait dernièrement, pendant les fêtes par exemple, et puis quels sont nos projets à venir peut-être. Alors Gwenaëlle, raconte-nous. Moi, créativement parlant, j'ai pas fait grand-chose pendant ces vacances. C'était même pas vraiment des vacances, pour les raisons que tu sais, puisque mon père est décédé, donc du coup c'était un peu bouleversé. Mais là, je me remets un peu en selle parce que je vais rouvrir les portes des âmes créatives, comme je l'avais annoncé, je crois. Et donc, je fais un petit atelier les 21 et 22 janvier le soir à 20h pour que les gens qui sont intéressés puissent déjà voir un peu de quoi il s'agit, ce que je propose dans ce groupe-là. Et puis, je vais proposer deux petits ateliers pour qu'ils voient un petit peu ce que ça donne de travailler avec moi, en fin de compte. Donc, je travaille pas mal là-dessus. Et puis, je continue à créer des cours pour les âmes créatives. J'ai introduit 2 nouveaux rendez-vous. Il y aura maintenant une session de co-création chaque mois. Donc là, l'idée, c'est qu'on se retrouve et puis on crée ensemble. Je dirige pas quoi que ce soit, mais chacun apporte son travail et on se retrouve, on discute comme on pourrait le faire si on se retrouvait dans un atelier. Et puis, chaque trimestre, il y aura une séance de écriture, journal, atelier d'écriture peut-être, pour explorer un peu ce qu'on a à dire, mais d'une autre façon, ou pour réfléchir à des thèmes. Donc voilà, tout ça, je trouve ça assez excitant. Moi, j'aime bien changer un peu, mettre des nouveautés et tout ça. Et puis après, au niveau du reste, je sais pas encore, c'est le début de l'année. J'ai fait un rituel pendant les vacances proposé par une coach avec laquelle je travaille. Donc tous les soirs, il y avait un rituel de s'interroger sur certains sujets. On avait formulé des vœux pour l'année à venir et puis il s'agissait de les brûler chaque soir, d'en brûler un, sans savoir lequel c'était. Voilà. Et donc ça aussi, ça introduit une part de surprise dans l'année. On va voir ce qui se passe, on va voir ce qui se produit.
Mais du coup, c'est vrai que c'est à la fois réconfortant de faire ça parce qu'on a l'impression qu'on sait à peu près où on va, même si rien n'est moins sûr. Ouais. Mais aussi, c'est un côté ludique, c'est un côté sympathique. Donc, ouais, ça va. Je pense que ça va être bien. Voilà, Ah j'ai ben, hâte de voir je cette le année souhaite. se déployer. Moi, je te le souhaite. J'espère que tout se déroulera comme tu le Bah, souhaites. j'espère aussi. Et toi alors? Alors, ben, moi, comme toi, pendant les fêtes, je n'ai pas pu créer grand-chose, d'où ma Parce que frustration. tu avais beaucoup d'invités. J'avais beaucoup d'invités pendant 2 semaines, c'était assez intense et je me suis retrouvée à faire la cuisine la plupart du temps. Donc, j'ai accumulé un peu de frustration parce que l'atelier m'a vraiment manqué. Je comprends, ouais. C'est mon monde, pour moi c'est vraiment du ressourcement, juste même si je fais rien, mais juste dans l'atelier ça me fait du bien. Donc j'ai repris un peu hier et puis voilà, je redémarre gentiment, mais j'ai l'impression de ouais, d'avoir rétropédalé un peu. J'ai du mal à m'y remettre, hein. Comme quoi c'est vraiment Oui, important c'est vrai, de ouais. garder un pied Mm. dedans, même si c'est qu'une demi-heure par jour. Parce que quand tu suspends complètement l'activité pendant 2 semaines, ouais, T'as tu du mal à perds. te reconnecter en fait. Voilà, Ouais. c'est ça, c'est la Mm. reconnexion qui me manque. Donc là, j'ai dit, je ne veux plus de rendez-vous, plus rien les prochains jours pour pouvoir me replonger là-dedans, me reconnecter à moi-même. Mais j'ai eu, le début de l'année, c'est aussi le moment où les artistes reçoivent les bonnes ou mauvaises nouvelles par rapport aux candidatures qu'ils ont faites l'année précédente. Donc moi, je suis contente parce que j'ai pas fait beaucoup de candidatures, mais les deux que j'avais faites ont été acceptées. Super. Voilà, donc cette année encore, je renouvelle mon expérience au Salon des Beaux-Arts de Lorient, au Palais des Congrès, qui aura lieu du 16 au 23 février. Et je vais aussi à nouveau exposer à la Maison de la Pointe Ah de oui, l'île c'était chouette Tuile. ça, oui. Mm. Voilà, juste après, donc du 27 février au 5 mars. Voilà, donc je suis assez contente, mais c'est vrai que du coup, ça me met un peu la pression parce que j'aurais souhaité avoir un peu plus d'œuvres à exposer, avoir plus de choix. Et donc, c'est aussi pour ça que les prochains jours, j'ai besoin de m'y mettre. Et est-ce que tu as des intentions pour cette année, des envies, des résolutions? Est-ce que tu as réfléchi un peu à la manière dont tu avais envie de l'aborder cette nouvelle année? Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que d'un côté, je suis fortement inquiète de ce qui se passe au niveau mondial. Et pour moi, la venue de Trump, c'est une tragédie pour l'humanité, pour le monde. Donc, c'est quelque chose qui m'angoisse depuis l'année dernière. L'état de l'environnement m'angoisse encore plus. Et les deux vont de pair parce que c'est pas avec l'arrivée de Trump que les choses vont s'améliorer. La situation politique en France est dramatique, à mes yeux. Pas que les tiens. Je vois pas comment on va se sortir de cette impasse. Mais aussi au niveau européen, je vois quand même qu'il y a une marche vers l'extrême droite qui me surprend parce qu'on n'est pas si loin de la Deuxième Guerre mondiale et on est en train de retourner un peu dans les mêmes schémas de pensée et ça me fait peur, quoi. Je me dis que je me reconnais pas en fait dans ce qui se passe. Je comprends pas. Je comprends pas le choix des gens. Je comprends pas. J'ai vraiment du mal. Donc, compte tenu de tout ça, j'ai un peu de mal à me projeter de manière positive, me dire bon, mais ok, mais je vais m'occuper de moi et puis je vais, tu vois, me Mm. fixer des objectifs positifs. Donc voilà, le seul projet que j'ai au-delà de mes expositions, c'est comme je t'avais dit, j'apprends l'espagnol depuis 2 mois maintenant. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que je trouve le moyen de pratiquer, parce que me parler à moi-même, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc j'ai prévu de pas se faire une vacance en Espagne, en Andalousie. Et donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur et c'est une région que je souhaite découvrir. Et je pense que voyager, ça me fera du bien, voir autre chose, sortir un peu du quotidien, voilà. Mais sinon, je sens une tension et j'espère juste que on n'aura pas d'autres choses horribles qui nous tombent dessus. Mm. Parce que je trouve que là, on a atteint un peu la limite, quoi, Ouais, de ce on qui est flirte. Oui, supportable. oui, on flirte avec des Avec choses la qui guerre en sont. Ukraine qui ne s'arrête pas,
le génocide de Gaza, enfin, c'est maintenant le Liban, enfin, j'ai pas de mots pour décrire comment cela m'impacte. Et j'ai du mal à rester positive, vraiment j'ai du mal. Donc l'art m'aide dans ce sens-là, parce que quand je suis dans le flow, je n'y pense pas. Mais bon, je ne peux pas vivre 24 heures dans mon atelier. Donc comme toi, écoute, j'espère seulement que voilà, l'année se déroulera plus sereinement que ce que je pense. Et ça serait déjà bien. Tout à fait. Donc, on va se quitter un peu. Je suis désolée, j'ai plombé. Mais bon, c'est vrai qu'on se doit quand même de pas ignorer ce qui se passe autour de nous. Non, et même en tant qu'artiste, de se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire dans notre petit coin qui peut faire bouger les choses dans la bonne direction. Alors moi je crois que c'est de mettre justement de l'énergie et du temps dans ces choses positives qu'on aime faire pour contrebalancer un peu tout le négatif qu'il peut y avoir. Et je sais que moi je me tiens quand même très éloignée de l'actualité parce que j'ai pas envie de me laisser plomber par tout ça. Alors je sais ce qui se passe, mais voilà, j'ai pas envie que mon quotidien, pour des choses qui sont vraiment hors de ma portée et hors de mon rayon d'action, vraiment, hein, voilà, et moi ma seule solution par rapport à ça, c'est de me dire je vais créer le plus de positif possible, et comme ça contrebalancera un petit peu, peut-être. C'est très bien. Eh bien, on va se quitter sur ces belles paroles et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Dans 2 semaines pour un prochain épisode. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour nous dire les sujets qui vous intéressent, pour réagir à ce dont on a parlé aujourd'hui, hein, voilà, pour nous faire part éventuellement de votre expérience aussi. Et puis, peut-être que si on reçoit des messages, on aura l'occasion de les lire ou d'en parler dans le prochain épisode. Ça pourrait être sympa aussi de partager avec tout le monde. Donc, allez-y, faites entendre votre voix. Il n'y a pas que la nôtre. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci Sabina. Merci Gwenaëlle. À bientôt.